C'était très intéressant. Comme je n'ai pas lu ce livre, je l'ai que parcouru, je regrette, je ne l'ai pas lu, donc j'ai écouté avec attention et très grand intérêt la façon dont tu en as parlé, mais peut-être donc que je le trompe, je n'en sais rien, que je me trompe, mais ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, Derrida aborde ce problème animal dans une optique qui est incontestablement philosophique et d'une philosophie de type cartésien d'ailleurs, puisque la formule elle-même est une sorte de clin d'œil en direction de Descartes, à partir d'un moment où on a atteint, où la société ou la culture moderne et contemporaine a atteint le degré maximum de coupure entre le monde animal et le monde humain. Certains où la philosophie va vivre sur une distinction à la limite intenable et radicale entre les capacités humaines et les incapacités animales. Donc c'est une sorte de phénoménologie d'ailleurs, un petit peu, vers quoi Derrida est assez porté, d'autre part, en tant que lecteur de Husserl, qui a abordé aussi lui-même ce problème de l'animal, de rapport, de l'intégration de l'animal dans l'environnement et l'intersubjectivité humaine à partir des degrés de conscience, à partir d'une sphère d'appartenance également où l'animal est en quelque sorte comme autrui, est soumis soit à une sorte de rencontre en effet à partir du regard, soit à partir d'une sorte de ce qu'il appelle une apprésentation, de quelle manière l'animal va être constitué à la limite également comme une personne, comme un vis-à-vis, mais toujours à partir d'une conscience qui a été progressivement coupée de tout le monde animal. C'est ce qui est frappant un peu quand on voit cela. Je ne sais pas, c'est pour ça que je dis que je parle tout à fait, il faudrait me rectifier en l'absence de ce que dit exactement Derrida dans son ensemble, mais c'est développer une réflexion qui se développe tout à fait en marge de tout un champ d'études qui est celui de l'ethnologie, de l'anthropologie ethnologique, qui au contraire aborde un monde où l'animal est omniprésent, où à tout moment on a affaire à l'animal, et l'animal dans ses relations avec l'humain, dans la compénétration de ces mondes qui sont à la fois complémentaires, à la fois antagonistes, où le problème du regard de l'animal, on pourrait presque dire, ne se pose pas parce qu'il va de soi, que les hommes sont considérés, sont épiés par les animaux, que les animaux ont une certaine forme également de relations du même ordre qu'ils entretiennent avec le monde humain. Il y a que ça soit dans le domaine de ce qu'on peut appeler en gros la sorcellerie qui a été étudiée, c'est plus précisément, alors c'est le point de vue par lequel ils abordent l'animal, par Deleuze et Guattari, dans Mille plateaux. C'est abordé du point de vue des devenirs animaux, du point de vue des masques, du point de vue et également des mythologies. Bon, dans la mythologie, c'est l'animal qui est premier. La mythologie, les contes vivent dans une inséparation de l'homme et de l'animal. Le problème du langage ne se pose même pas, puisque l'animal parle. De la même façon que dans les fables, l'animal parle immédiatement à l'homme, il parle le langage de l'homme, c'est l'homme qui a en quelque sorte à recevoir de la part de l'animal
des leçons. Donc il y a tout un monde où cette problématique purement cogitative, si l'on peut dire, cogitale, que pour employer un mot que je crois Nietzsche a étudié a utilisé à propos du cogito, et en critiquant cet homme purement cogitance, bon, l'animal est une énigme, l'animal est quelque chose qui soit est purement objet, soit mécanique, soit n'a pas de regard, soit n'a pas de conscience, rien. Du point de vue d'une autre forme de vie et de conscience banale, et on pourrait presque dire dans l'histoire, dans le temps, dans l'espace profondément majoritaire dans l'univers, l'animal existe précisément en tant, je dirais entre guillemets, paradoxalement, en tant qu'être humain, ou en tant qu'autre humain, ou en tant que l'autre, l'animal. Il y a une étude très intéressante qui a été faite d'un anthropologue. C'est inséré d'ailleurs dans les études deleuziennes, dans une philosophie qui a été faite après la mort de Viveiros de Castro, qui est un anthropologue, alors je ne sais pas, colombien, tu le connais, oui, c'est ça. Sur précisément ça, de quelle façon, je ne pourrais pas le résumer parce que c'est assez complexe, mais je dois dire que ça répond à une dialectique qui, si on ne suit pas sa terminologie propre, est difficilement exprimable, que l'on peut rendre accessible peut-être en disant en fait l'homme est l'autre de l'animal, c'est-à-dire que l'animal, et il ne doute pas qu'il a relativement, que dans ses relations avec l'animal, dans la stratégie qu'il a adoptée par rapport à lui, quelque chose qui a de ce rapport entre des tribus humaines qui sont différentes, dont on doit se défier, par qui on est épié, donc c'est quelque chose qui ne doute pas, ne met pas en doute du tout que l'animal, sans l'anthropologie, alors tout cet article repose sur une distinction assez subtile et intéressante, c'est si l'on dit l'animal est un autre humain, on a tendance à l'anthropologiser, et dans son analyse, il montre précisément que ce n'est pas justement un transfert analogique, que c'est pas le transfert analogique, quand on ne fait pas de l'animal un homme, mettons comme on fait par exemple d'un chat un enfant, ou d'un chien, que quand il est familier, ce n'est pas le bébé de la famille. L'animal est quelqu'un qui regarde les hommes de son point de vue, dont la subjectivité est très rigoureusement constituée à partir de son corps. C'est-à-dire, on pourrait appliquer à cela la formule de Spinoza, on ne sait pas ce que peut un corps. C'est-à-dire, la puissance de l'animal et sa conscience est déterminée par la forme de son corps et ses propres puissances. C'est-à-dire penser, mettons quand le crocodile a une très puissante mâchoire, son monde animal est constitué par les limites et les puissances de son corps, c'est-à-dire sa mâchoire, etc. Donc c'est de ce point de vue-là, c'était une remarque que je mettais comme ça en suspens, de façon à ce qu'on puisse réfléchir à partir de là. Il y avait un petit film que je t'ai montré, que je t'ai envoyé, qui était très intéressant, et tu m'as également d'ailleurs éclairé de ce point de vue-là à propos d'une remarque d'un chat qui évoluait et jouait avec une petite chouette. Et effectivement, ce chat volait en l'air. C'est-à-dire qu'il allait jusqu'aux limites de son corps, il essayait de faire que les limites de son corps soient la même chose que la chouette qui volait. Mais il ne pouvait pas arriver à voler, mais on voyait bien qu'il essayait d'aller au-delà, en quelque sorte, de ce qu'il pouvait. Et on voit à ce moment-là qu'il y a ce qu'on pourrait appeler en langage deleuzien un processus de subjectivation. C'est pas un sujet en soi, comme ça, qui serait logé dans un corps, mais ce sont des formes de subjectivation et de puissance qui sont très rigoureusement déterminées par les formes et les puissances corporelles. C'est pourquoi, également,
je termine là-dessus. Ce que dit Derrida, ou ce qu'on peut suggérer à propos de Derrida, que Derrida peut suggérer, c'est cette forme très intéressante qu'il adopte relativement à ce rapport à l'animal, qui n'est pas exactement non plus, donc ce n'est pas un rapport qu'il a étudié relativement à ses données anthropologiques et ethnologiques, c'est un petit peu différent. Et c'est quelque chose comme ça, mais qui est mélangé avec une sorte de phénoménologie. Et d'autre part, c'est très différent d'une autre manière, que j'appellerais darwinienne, c'est-à-dire que l'animal, effectivement, je suis un animal. Et l'homme descend du singe. Mais ce n'est pas du tout relativement à cela qu'on étudie l'animal. C'est, si tu veux, plutôt, alors je suis un crocodile. Donc quelque chose, il descend du crocodile peut-être, mais par des voies tellement lointaines qu'on ne peut pas suivre le phylum génétique par des transformations progressives. Ou je suis un insecte, je suis un papillon. Bon, c'est là où il y a la rencontre avec l'animal qui est beaucoup plus intéressante parce qu'on est obligé d'aller vers la constitution de ces mondes animaux qui sont tous extrêmement variés, extrêmement divers et qui viennent de la rencontre et non pas de la transformation génétique. C'était aussi ce point peut-être qui peut être mis en suspens, ou des transformations animales. Lorsque Kafka, dans la Métamorphose, lorsque Grégoire qui devient Cancrelin, bon, c'est quelque chose qui est à la portée de tout le monde de le comprendre, mais c'est pas quelque chose, on devient un animal, mais ça ne veut pas dire qu'à ce moment-là, on penserait qu'on a dans le regard, et qu'on entretient des relations de regard à regard avec un cancrelat, non plus avec un cancrelat, je ne sais pas ce que c'est une sorte de scarabée ou quoi. Mais c'est là où il y a aussi une possibilité de rapport à l'animal qui amène à transformer d'une façon complète également sa perspective comme l'homme dominateur de la nature, unique en soi, etc. Et puisqu'il est tout entier porté vers ses extensions ou ses limitations de pouvoir. S'il est une taupe, bon, il peut aller et creuser sous la terre, c'est certain, mais il a d'autres choses qui lui manquent, etc. Alors je ne sais pas si... Ça m'a l'air d'aller dans ce sens aussi. Maintenant, comme toujours chez Derrida, il lance des antennes, mais il ne les termine pas, il ne les clôt pas. Il creuse un certain nombre il ouvre un certain nombre de perspectives. Mais je prends la mythologie égyptienne. Et de l'humain en animal, c'est-à-dire que l'animal est toujours pris dans ses possibilités supposées. Mettons le renard et la cigogne, bon, c'est une fable qui est intéressante et qui est compréhensible immédiatement et très amusante, mais il est évident qu'une cigogne ne peut pas manger, c'est ça, un renard tout au moins ne peut pas manger dans un vase, pas plus qu'une cigogne d'ailleurs ne pourrait le faire, mais c'est quelque chose qui parle, qui est très parlant selon l'anatomie de l'animal, c'est la forme du corps dans la fable, la forme du corps de l'animal qui définit un certain type de comportement. C'est effectivement, Derrida aborde ce problème animal dans une optique qui est incontestablement philosophique et d'une philosophie de type cartésien d'ailleurs, puisque la formule elle-même est une sorte c'était très intéressant. Comme je n'ai pas lu ce livre, je l'ai que parcouru, je regrette, je ne l'ai pas lu, donc j'ai écouté avec attention et très grand intérêt la façon dont tu en as parlé,
mais peut-être donc que je le trompe, je n'en sais rien, que je me trompe, mais ce qui est intéressant, c'est de clin d'œil en direction de Descartes, à partir d'un moment où on a atteint, où la société ou la culture moderne, contemporaine, a atteint le degré maximum de coupure entre le monde animal, vers quoi Derrida est assez porté, d'autre part, en tant que lecteur de Husserl, qui a abordé aussi lui-même ce problème de l'animal, de rapport, de l'intégration de l'animal dans l'environnement et l'intersubjectivité humaine, à partir des deux, et le monde humain, certain, où la philosophie va vivre sur une distinction à la limite intenable et radicale entre les capacités humaines et les incapacités animales. Donc c'est une sorte de phénoménologie d'ailleurs un petit peu.